Je les ai vus mourir, de Sven Hassel, lu par Hugues Louagie pour Saga Egmont. À Dorthée, la compagne de ma vie. Je vous conduis vers un avenir magnifique. Hitler, discours du 3 juin 1937. Un tac-tac métallique et sourd résonnait dans le silence glacé. Le bruit des bottes ressemblait à des salves. Un chien gémissait, des gens pleuraient, des enfants criaient, des femmes gisaient dans le dernier rayon de soleil du jour finissant. Le sang se figeait dans le froid inhumain. Mais oubliera-t-on jamais le sang des assassinés ? C'était la guerre. Dès que les Allemands auront adopté la doctrine bolchevique, je transférerai mon quartier général de Moscou à Berlin, car en vue de la révolution mondiale imminente, j'estime que les Allemands formeront de bien meilleurs cadres que les Russes. Lénine à l'ambassadeur de Turquie, Ali Fouad Pacha, 14 janvier 1921. Au cours des années 30, le SS Obergruppenführer Heydrich eut l'idée d'un plan machiavélique pour casser l'armature de l'armée rouge. Par le truchement d'agents de la Gestapo infiltrés dans la GPU, il fit avertir Staline que des traîtres occupaient de hauts postes dans les états-majors. On comptait sur la méfiance pathologique de Staline et le résultat dépassa toutes les espérances. Une vague de terreur passa sur la Russie. Staline et son ministre de la police Beria firent exécuter des sommités militaires, tels que le maréchal Tukhachevski, Blücher, Jegorov, les commandants d'armée Oborevitch et Jakir, le commandant en chef de la flotte rouge et les amiraux Orlov et Viktorov. Outre les commandants de régions militaires, 90% des chefs de corps et de division, presque tous les commandants de régiments et de bataillons, furent destitués et envoyés aux travaux forcés comme ennemis du peuple. Heydrich pouvait se frotter les mains. Staline, après avoir exterminé les cerveaux de l'armée rouge, les remplaça par des incapables ou des flatteurs, bons tout au plus à commander une section de mitrailleuses. En l'espace d'une nuit, plusieurs milliers de médiocres capitaines et de majors furent promus généraux. Un grand nombre n'avait jamais fréquenté une école militaire, et aucun n'avait mis les pieds à l'Académie Frunz. On ne compta plus les violations de frontières jusqu'en juin 1941. Les avions allemands faisaient ouvertement des vols de reconnaissance très en avant dans le territoire russe, mais Staline défendait de tirer sur eux. À la frontière même, la moindre provocation de la part des troupes russes était punie de mort. Staline refusait purement et simplement à son armée le droit de se défendre. « Pourquoi ?» demandait le major général Grigorenko. « Mais enfin, pourquoi ?» Ceux qui auraient pu répondre avaient péri au cours des 2 premiers mois de la guerre sous les balles des pelotons. Beria et Staline supprimaient ainsi les témoins de la plus monumentale erreur de l'histoire. Ou bien, s'agissait-il de trahison ? Murmurait Piotr Grigorenko. La femme sergent. « Pourquoi es-tu si bizarre ?» demanda le lieutenant. « Je ne peux pas, » répondit la femme sergent. « Tu ne veux pas ? Je te dis que je ne peux pas. »« Avoue donc que tu ne veux pas, » reprit le lieutenant en caressant les cheveux de la femme, ce qui fit tomber sa casquette. « On peut, même gravement blessé. Je l'ai fait un jour avec les 2 jambes dans le plâtre. »« Quand as-tu été blessé ? » ?»« Chez les Lapons soviétiques, le jour où les Finlandais nous sont tombés dessus. »« Tiens, je ne savais pas que tu avais été en garnison à Leningrad. »« Et puis assez, Oleg. Je te dis que je ne peux pas. »« Tu n'aimes pas ça ? Pourtant j'ai l'ordre du drapeau rouge. » On ne couche pas avec un homme parce qu'il est décoré. Et d'ailleurs, où l'as-tu reçu ? À Suomus Salmi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans l'Est, en Finlande, quand nous avons écrasé les fascistes finlandais. Tu veux parler de la grande bataille des blindés ? Oui.
On a fait donner tout le corps d'armée et le commandant a distribué 6 décorations, dont une pour moi, dit-il en essayant de glisser sa main sous la jupe de la jeune femme. Elle resserra les jambes et ils roulèrent dans l'herbe haute. « Enfin, assez !» gronda-t-elle. « Je suis un soldat comme toi. Cette cochonnerie doit attendre la victoire finale. »« Cause toujours !» grinça le lieutenant. « Si tu crois que c'est drôle le soir d'être tout seul dans ce maudit blindé, Job tvoje madji. Il faut toujours que tu sois ordurier, dit-elle en arrangeant sa ceinture munie du nagan. Tu es soldat, bien sûr, télégraphiste dans un blindé, Yelena Vladimirovna. Il la saisit à la nuque, mais comme elle se défendait à coups de pied, sa jupe remonta, découvrant une belle paire de cuisses gainées des bas kaki réglementaires. « Arrête ou je te signale au Sampolite. Si tu crois que j'ai peur de ce porc. Au cas où on n'écraserait pas les nazis avant qu'ils n'entrent dans Moscou, tous les Sampolites seront pendus. Ils crèvent de peur et ils ont bien raison. Nous ne battrons pas les fascistes. » « Es-tu fou, Oleg? Tu doutes de la victoire maintenant? Ça te coûterait la tête si je te dénonçais. »« Toi aussi tu en doutes, Yelena. Depuis juin, les monstres d'Hitler nous chassent comme des poules terrifiées. Des milliers d'hommes sont déjà morts, d'autres milliers sont prisonniers en Allemagne. Chez nous, des défenses imprenables sont tombées en moins de 2. Avant Noël, Hitler est au Kremlin. Qu'est devenu le général Bagramia et son invincible division de la garde? La guerre ne date que de 3 mois et les blindés allemands sont à 360 km de Moscou. Si le beau temps continue, le Kremlin tombe dans 8 jours. Tu n'as pas entendu la radio ennemie l'autre jour? Écraser le communisme international. Les Allemands sont des démons. Personne ne peut les battre. Tu as vu leurs chars jaunes? Pour un seul qui brûle, 100 des nôtres sont détruits. 5 fois notre brigade blindée a été formée, détruite, reformée. Tu crois que ça peut continuer comme ça? J'ai entendu ce matin qu'au Kremlin on faisait les bagages. Staline va nous sacrifier pour se sauver lui-même, car il est tout aussi féroce qu'Hitler. Tu connais l'ordre? Celui qui recule est fusillé, et si on se rend, ils exécutent nos familles. Je préférerais mourir plutôt que de me rendre, murmura Yelena. Pas si sûr. Mais qui peut dire si nous aurons le choix? Nous n'avons pas encore rencontré les SS. On les dit 1000 fois pire que nos NKVD. Ce n'est pas possible, gémit la jeune femme terrifiée. Nul ne peut être plus cruel que Beria. Attends de voir les hommes à la tête de mort. Ils tuent par goût. On dit qu'ils reçoivent une ration d'1 demi-litre de sang tous les matins. Du sang soviétique, Yelena. Est-ce vrai qu'ils mangent les enfants juifs? Non, pas juifs. Les SS n'en mangeraient certainement pas. Quant à la guerre, elle est perdue, Yelena. Que Dieu soit avec nous. Tu crois en Dieu, Oleg? Un officier soviétique? Oui, depuis la bataille de Minsk, je crois en Dieu. Il est notre dernier espoir. Mais toi, Yelena, je t'aime. Je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'ai vue. Allons, sois à moi. C'est la guerre. Qui sait si demain on sera encore en vie? Non, je ne peux pas, je suis fiancé. Des blagues, cria-t-il avec mépris. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et la capitaine Anna Skariabina. Toute la brigade est au courant. On dit que de votre union sortira un T-34, ricana-t-il. Tu es la poule de la capitaine, cette sorcière qui court après les filles et les fait disparaître quand elle n'en veut plus. Mais ça va finir. Le colonel Botapov la hait. Il ne peut rien contre Anna. Elle a les plus hauts appuis. Tu en es amoureuse? Espèce de gousse, tu me dégoûtes, Yelena. Alors lâche-moi. Tu peux toujours me dénoncer au colonel, mais je te préviens, si on me colle au mur, ce sera à côté de toi.
Oh, tu te débrouilleras bien, tu n'as qu'à coucher dans le lit d'Anna, toutes les dénonciations en sortent. Salaud, tu es un vrai salaud. Pardonne-moi, mais tu me rends fou. Même si c'est la dernière chose que je fais dans ma vie, je te veux. Avant le coucher du soleil, les frites seront ici, et ce sera la fin. Il lui arracha sa blouse. Après tu pourras aller dire à ton ordure de capitaine que c'est bien meilleur avec un homme. Regarde-moi ça, chuchota petit frère de la position avancée où nous observions les blindés russes. Ça mettrait en route un agneau castré. Ce traître soviétique la baise et il ne croit pas à la victoire de Staline. On devrait lui couper le cou. C'est la fille à qui on coupera le cou, rigola Porta. Dire que nous v'là transformé en voyeur. Décidément, la guerre c'est pas fini en surprise. Vos gueules, singe lubrique, gronda le vieux en tirant son LMG, nouveau modèle muni d'une baïonnette qu'on peut utiliser dans le corps à corps. Barcelona Blom se mit à rire aussi et décapsula une grenade à main. Ce sera son dernier coup avant que nous nous présentions. La fille, poitrine nue, respire difficilement et gifle son agresseur, ce qui ne fait que l'exciter davantage. On les entend se battre dans les maïs. La jupe arrachée découvre le gros revolver, comique sur les dessous blancs. Tous nous rigolons, sauf le vieux et le légionnaire. Porta pousse un long sifflement. « Qu'est-ce que c'est » dit Yelena avec inquiétude. « Un oiseau des marais qui appelle sa compagne, » répond Oleg. « Allons, une seule fois pour me faire plaisir. » Un instant de silence, puis un gémissement dans le champ de maïs, un cri étouffé, des mots incompréhensibles. Nous sommes muets d'attention, haletants, les yeux concupiscents. « Sainte Mère de Kazan !» murmura Porta. « Quelle affaire! On est ici pour maltraiter l'armée rouge, mais faut bien dire qu'Ivan a plus de jugeote que nous. Lui, au moins, il embarque des poules en uniforme. Voilà ce que c'est que de se battre pour une cause sainte. On peut mélanger Dieu et le diable. Autre chose que la foutue armée d'Adolphe. « On les laisse finir avant de cogner ?» demanda Stege. Le vieux qui se tirait nerveusement l'oreille ne répondit pas. Ce qui se passait devant nous ne l'intéressait nullement. La fille se redressa et mit de l'ordre dans ses frusques. Elle redevenait sergent. « Je file, » dit-elle avec un sourire de ses dents blanches, « mais je reviens après l'appel. »« Sûrement non, » ricane le lieutenant. « Tu ne reviendras pas chez moi. »« Je reviendrai, » rétorqua la fille en riant, et elle disparut à travers les hautes tiges vers les 4 bêtés russes là-bas près des tournesols. Si on les avait peints en jaune comme nos chars, on ne les aurait même pas vus. Tout est jaune en Russie à cette époque de l'année. Même les gens jaunissent un peu quand l'automne tire à sa fin. La couleur verte révèle les blindés dans ce paysage jaune et brun. Ils devraient repeindre leurs véhicules 4 fois par an comme nous, dit Porta. 2 fois, ça ne suffit pas quand on fait la guerre. On devrait d'ailleurs le faire tous les mois, dit Stege. La neige en janvier est tout autre qu'en décembre, et la poudreuse de novembre n'a rien à voir avec la vieille neige de février, alors qu'en mars, elle présente au moins 5 nuances différentes de blanc. Aussi, même en hiver, où le blanc semble blanc, ça ne sert pas à grand-chose de repeindre un char une fois seulement. Et au printemps, le vert change de nuance toutes les semaines. À quoi ça sert de se promener dans une voiture aux couleurs du printemps, dans le vert sombre de l'été ? À rien. Si on savait mieux se camoufler, on prolongerait la vie du bétail comme nous. Visez nos uniformes, vert de gris. Sauf dans la poussière des routes, où trouves-tu cette couleur-là ? Et les gars d'Ivan pataugent encore au printemps dans leur kaki d'automne. Ce sont des cons de bureaucrates qui ont inventé la couleur des uniformes. Autrefois, ils étaient rouges et bleus, dit petit frère. C'était pour faire peur à l'ennemi, ricana Barcelona.
Une troupe qui avançait baïonnette aux hanches, en uniforme rouge vif, ça donnait des hémorroïdes aux plus courageux. On aurait dit une vague de sang. Le lieutenant russe s'était étendu sur l'herbe, une tige de maïs entre les dents, et il riait de contentement. Sa blouse d'été ouverte, une bête à bon Dieu jouant sur l'étoile de sa décoration, il fermait les yeux. Ce n'est qu'à l'instant où l'ombre du légionnaire tomba sur lui qu'il pressentit un danger. Trop tard. Il était mort, la gorge tranchée. Le légionnaire essuya avec indifférence son couteau mort sur la blouse d'été, tandis que nous parvenait le parfum du café que préparaient les hommes des chars russes. « Seigneur !» chuchota Porta, « du café, du vrai, ces communistes ne se privent de rien. » Porta adore le café. Bien des fois, il a risqué sa vie pour s'emparer d'un peu de café, et le vieux prétend qu'il n'hésiterait pas à vendre la compagnie pour une livre de cette denrée. Petit frère qui s'avançait en tête, le bazooka sous le bras, s'aplatit soudain dans le maïs, en montrant non loin de là un soldat russe, assis près d'un petit feu sur lequel fumait un récipient noir. Porta humait avec délice l'enivrante odeur. « Regardez !» murmura Julius Hayde. 4 BT5. 5, corrigea Porta. Il y a un KW derrière la meule, celui du commandant. Tout ça va être démoli en un tournement, dit petit frère en caressant sa grenade magnétique. Les couilles leur en remonteront dans le cou et ils n'auront plus envie de forniquer avec les filles soldats. Si Joseph nous voyait, il nous décorerait. Interdit de porter des décorations soviétiques, déclara sèchement Hayde. Assez d'ineptie, coupa le vieux. Du calme, personne ne tire sans mon ordre. Du camp soviétique, les rires fusaient. Une voix de femme s'éleva au-dessus du brouhaha, une forte voix de commandement. Le capitaine s'enverge, dit le légionnaire en sortant le couteau mort de sa poche. Celle-là est à moi, je vous préviens. Assez, gronda le vieux. Nous sommes trop loin des véhicules. Les 5 boîtes doivent sauter en même temps. Toi, Barcelona, tu balayes le terrain avec ta MG et tu abats tout le monde. Aucun d'eux ne doit atteindre le pont. S'ils arrivent à faire sauter le pont, c'est le conseil de guerre pour nous. Tout tourne autour du pont. Il est miné, 2 tonnes d'explosifs au moins. Le beau pet que ça ferait, rêve petit frère, 1 tonne de poudre, on l'entendrait jusque chez les Esquimaux. Rassemblement chez les Russes pour le café. Espérons qu'ils nous en laisseront, gémit Porta. Je me demande d'où ils tirent ce café. Ce sont les gardes, explique Hayde, qui sait toujours tout. Ration spéciale. Comment le sais-tu? Veste d'été verte avec pattes d'argent. D'ailleurs, tu devrais le savoir aussi. Réglementaire de connaître les uniformes ennemis. Sabotage des ordres. Fermez ça, dit le vieux et en route. Les Russes, assis en cercle, s'empiffrent de grosses tranches de pain trempées dans le café odorant. C'est le crépuscule. Ciel d'un rouge sang derrière le fleuve. Un des Russes prend sa balalaïka et voilà qu'un chant s'élève. Depuis longtemps ton père est enterré et banni ton frère chéri. Il peine dans le froid sibérien, des chaînes aux pieds et aux mains, sous les coups de la Nagajka. Depuis des décennies, on chante en Russie ce chant mélancolique, depuis qu'il y a des bagnes en Sibérie. Quel chant horrible, dit petit frère. Au loin, l'artillerie grondait. Nous autres vieux routiers du front, nous savions qu'ils tiraient avec des Obslagspringerer, les canons lourds allemands, et ça signifie attaque. Vaut mieux ne pas se trouver là en ce moment, et nous compatissons avec les types de l'autre bord qui se terrent dans le moindre trou, seul rempart contre la mort.
Le feu des blindés russes donne une lueur fantastique. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'une forêt sombre de pins dans le feu d'une bataille. « Passe-moi le cognac du pauvre », dit Porta à Barcelona, qui lui tend la grande gourde de campagne utilisée dans l'armée française. Le tir augmentait et la lueur devenait fulgurante. Les Russes, comme nous, regardaient vers le nord. Amis ou ennemis, les grenades ne font pas de différence. En avant, pourquoi croyez-vous que vous êtes nés ? Moteur grondant, les chars avancent. Les fantassins courent à côté d'eux, malades de terreur, lancés dans l'enfer par des politiciens irresponsables. Ils avancent. Les chars doivent traverser le champ de mines. On ne s'occupe pas des grenadiers qui courent et se retiennent aux haussières. Le grenadier tombe, se fait traîner, se relève, tire vers un casque qui apparaît au-dessus du parapet de la tranchée. C'est la guerre. Tue le fils d'une autre mère avant qu'il ne te tue, et tu as gagné un répit à la loterie de la mort. Si tu ne deviens pas fou, tu reviens en héros, mais n'oublie jamais que rien ne disparaît plus vite que les héros. 2 mois après une guerre, on n'en parle plus. Par-dessus nos têtes, les roquettes rayent le ciel de leur traînée de feu et tombent loin derrière le fleuve. Les maïs desséchés par l'été commencent à flamber. Les lance-flammes exceptées, il n'y a rien que nous haïssions davantage que les roquettes. Fabriquées avec les poils du cul du diable, assure Porta. « Parez pour le départ », commande une dure voix russe. Des ordres précis fusent des lèvres du grand officier. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demande le vieux, qui n'arrive pas à apprendre le russe. « Il dit qu'ils doivent se grouiller pour arriver aux voitures », traduit Porta avec désinvolture. Nous rampons pour avoir un meilleur angle de tir. Je mets le tuyau de poêle à l'épaule et vise le char le plus proche. Petit frère soupire d'impatience, Haydée aussi, et chacun de ses gestes est conforme au règlement. C'est un automate vivant, bourré de règlements que ce nazi. Il ne tue pas des hommes, mais quelque chose d'anonyme qui le laisse complètement indifférent. Il trancherait la gorge de n'importe qui selon les ordres, car on ne discute jamais un ordre. Si on lui disait de marcher jusqu'à la lune, il ferait son pactage avec le même soin qu'une recrue, prendrait 8 jours de ration et ferait demi-tour en claquant des talons. Droit comme un manche à balai, il prendrait la direction de la lune et continuerait à marcher jusqu'à ce qu'il en crève ou qu'arrive un contre-ordre. Hélas pour nous, il y a une masse de sous-officiers du genre de Haydée. Mais Porta affirme qu'on ne peut se passer de ces obsédés du règlement. Sans ça, l'armée irait à volo. La frousse est indispensable à ceux qui doivent obéir. « Prêt ?» commande le Russe. Vivement, la garnison des chars s'installe. « Moteur en route !» Les moteurs hurlent. Une grande femme vigoureuse en uniforme vert engueule le commandant du char de tête. « Attention !» murmure le vieux. Les 5 tuyaux sont pointés. « Viens, douce mort, viens !» chantonne le légionnaire. « Davaï, davaï !» hurle le commandant du premier char au retardataire qui rassemble encore les ustensiles de cuisine. Les soldats ont toujours du mal à s'arracher un bivouac, au cours duquel on oublie la guerre. « Où est Oleg ?» demande soudain la femme sergent, en regardant autour d'elle. « C'est vrai ? Où est donc Oleg ?» répète l'officier de la 3e voiture. « Feu !» crie le vieux en laissant retomber son bras. 5 comètes incandescentes filent vers les cibles et une explosion monstrueuse retentit dans la forêt. 5 coups au but. À 30 mètres, un coup au but est meurtrier pour tous les genres de chars. Des morceaux d'acier portés au rouge s'abattent entre les arbres. Les hommes de tourelle projetés en l'air semblent se balancer sur la pointe d'une flamme, puis, membres éclatés, sont réduits en poussière sous la pression de l'air. La femme sergent pivote sur elle-même, transformée en torche. Le jeune soldat qui faisait le café court sans tête vers le bois. Nous nous sommes souvent demandé jusqu'où pouvait courir un corps sans tête, mais on ne s'étonne plus de rien. Quand on a fait la guerre depuis un certain temps, tout paraît normal. L'autre jour, un nazi courait sans jambes en criant atrocement. Un gros commandant réserviste, comique à voir, même si ça paraît monstrueux de dire ça. Haydée, naturellement, nous fit un amphi sur les nerfs
particulièrement solide des Allemands grâce à la diététique nazie. Un fumier soviétique, pour ne pas parler d'un juif, n'aurait jamais pu courir sans jambes, comme ce commandant allemand. Mais qu'un Russe puisse courir sans tête, ça n'était pas étonnant. Une poule en faisait autant. Nous chargeons dans les tournesols en feu, et voilà qu'un petit chien blanc se met à aboyer avec un tel désespoir que Barcelona le prend dans ses bras. Malheur, le petit chien russe évidemment le mord si cruellement que Barcelona, furieux, le jette dans les flammes. Bien entendu, Heide a dans sa musette, selon le règlement de 1936, une petite boîte en métal avec une pince et les 6 mètres de gaz réglementaires. Le nez mordu de Barcelona est en bonne main. Et on peut être certain qu'après la bataille, Heide ira aussitôt faire compléter la gaz qui manque. La capitaine tombe vivante entre nos mains. Telle une louve, elle se précipite sur Stege, roule à terre, d'un croc-en-jambe de Porta, et essaie de poignarder petit frère avec son redoutable poignard caucasien. Un coup sur la nuque de cette mégère ne suffit pas. Elle se relève d'un bond, se jette sur le vieux, et nos 6 revolvers partent ensemble. La femme retombe, hurlante, le sang lui sort de la bouche et elle met longtemps à mourir. Personne n'ose s'en approcher. Elle peut avoir dans sa manche un revolver à gâchette Bowden, et si on a le malheur de se pencher sur elle pour essuyer son sang et lui donner à boire, elle vous tire dans la figure. Nous l'avons souvent vu, et la guerre à l'Est n'a rien à voir avec les autres guerres. Ici, même mort on tue. Elle se tord dans de telles douleurs que petit frère tire son nagan. « Pas de ça, dit le vieux, ou je te dénonce comme assassin de prisonnier. Elle a son compte et je ne peux pas supporter de voir une jolie femme souffrir. Laisse-moi l'achever et filons. » Le vieux bondit. « Celui qui tire, je le tue. »« Tu aurais dû être supérieur de couvent, » dit petit frère en rentrant son arme. Mais la femme se charge de mettre fin à ses souffrances. Elle avait justement dans sa manche un revolver à gâchette Bowden. « Et moi qui étais sur le point de lui donner une gorgée de vodka » s'exclame Stege terrifié. « Ne fais jamais ça, » déclare le légionnaire. « Tire sur le cadavre avant de l'approcher si tu tiens à ta chienne de vie. » Nos camarades sont déjà loin, et nous nous élançons derrière eux, Porta avec un gros sac de café sur l'épaule. Au-dessus des arbres, les comètes fulgurantes filent toujours, et voilà maintenant l'enfer des orgues de Staline. « Là où ça atterrira, dit petit frère, vaut mieux pas y être. C'est d'ailleurs bizarre qu'on puisse faire filer un énorme truc comme ça et le faire éclater où on veut. Figure-toi que c'est calculé pour. C'est fou ce qu'il faut avoir dans la cervelle pour imaginer qu'un engin comme ça tombe juste sur la tête d'un général, par exemple. Tout de même sensationnel. Un curieux homme, cet Hitler, mais chancelier ou commandant en chef, ça, il ne le sera jamais. Au mieux pourrait-on lui donner le ministère des Postes. Mot du président du Reich von Hindenburg au général von Schleicher, 4 octobre 1931. C'est le maréchal Malinowski qui écrivait en 1961, dans le journal Wojeno-Istrichewski, ces phrases mémorables. Le sommet de la bêtise de Staline fut de donner aux troupes l'ordre de demeurer dans leur garnison, loin derrière la frontière, alors même que les Russes avaient des preuves absolues de l'attaque préparée par Hitler. Pendant les 3 mois précédant le jour J, 1 million de soldats allemands cantonnaient déjà sur la frontière russe de la Pologne. Le plan défensif soviétique, minutieusement mis au point par l'état-major général et bien connu de Staline, ne fut, sur son ordre express, jamais mis en œuvre. Et les corps d'armée avaient été si stupidement répartis que les blindés allemands les détruisirent comme à la parade. Mais le point culminant de l'aberration fut atteint le samedi soir qui suivit le 21 juin 1941. Ce jour-là, on retira aux divisions d'infanterie leurs divisions blindées pour grouper celles-ci en nouvelles brigades de chars. Les anciens chars furent alignés sur les places d'armes, BT5 et 7, tandis que les équipages entraînés partaient vers d'autres garnisons.
Lorsque les Allemands arrivèrent le lundi, ces soldats d'élite n'avaient pas encore un char sous la main. Ils constituèrent des prisonniers à ramasser à la pelle. Dans les 3 premiers jours, 90% de l'aviation russe, qui avait l'interdiction de voler, fut écrasée par les bombardiers ennemis. Durant les 6 premières heures du 22 juin, Staline interdit le moindre coup de feu aux divisions frontières de l'armée rouge. Mais comme le dit ironiquement Piotr Grigorenko, Dieu soit loué, il y eut tout de même des soldats assez indisciplinés pour enfreindre les ordres des supérieurs. Staline refusait obstinément de croire que les troupes allemandes franchissaient la frontière sur l'ordre de Hitler. Jusqu'au milieu d'août, il resta persuadé qu'il y avait là une erreur provoquée par les Junkers allemands. Il continuait à répéter « Ce n'est pas vrai, Adolf Hitler ne renie pas sa parole ». Le ministre des Affaires étrangères Ribbentrop ne l'avait-il pas assuré de la fidélité du Führer? Toutefois, mais très lentement, on commença à Moscou à prendre conscience de la réalité. Le ministre de la Guerre, Timochenko, qui se croyait toujours en 1917, à l'époque de la Révolution, ordonnait d'attaquer à l'arme blanche. Les commandants du front suppliaient, mais en vain, de ne pas s'aventurer sur les routes avant la nuit. Mais Staline ordonnait d'attaquer et en allait tout droit à la mort. Une proie facile pour les escadrilles allemandes. Ce qui restait des blindés russes fut ainsi voué au massacre. Dans la fournaise de Kiev, la 5e armée blindée se battait avec désespoir pour éviter la destruction complète et aurait pu en effet l'éviter sans les ordres insensés du Kremlin. Des milliers et des milliers d'excellents soldats russes furent ainsi anéantis stupidement. Puis, lorsque des hommes clairvoyants eurent redressé la situation, il fallut trouver des boucs émissaires. On commença par choisir des officiers dans la région militaire de l'Ouest. Un des plus jeunes et des plus doués parmi les commandants d'armée russes fut passé par les armes. Son chef d'état-major, le brave lieutenant-général Tupikov, eut le même sort. Du nord au sud de l'immense empire, les pelotons d'exécution crépitaient. Le major-général Grigorenko assure que 88 000 officiers supérieurs furent exécutés en 15 jours. Les témoins de la folie du Kremlin disparus. Staline se fit nommer général en chef. Le chemin de croix de Herr Nibelspang. Juste avant notre arrivée, le Château Blanc servait d'état-major au GPU. Dans les caves gisaient 200 cadavres, tous avec une balle dans la nuque. Et dès le lendemain, les gens de la propagande arrivèrent en masse pour les photos d'usage. Après les photos, on enterra les victimes dans les massifs de fleurs, car c'était une terre friable. Le parc était nourri de cadavres, et il dut y en avoir bien davantage, puisqu'à notre départ surgit la brigade spéciale de SS Heydrich. Or, tout le monde sait qu'elle est l'œuvre dévolue au SD. La plupart d'entre nous étaient très jeunes et n'avaient jamais connu la joyeuse période de l'adolescence. On nous avait envoyés à la guerre avant d'avoir commencé à vivre. Évidemment, quelque chose d'important se préparait en ce moment. Mise en route toutes les 2 heures, ce qui était bien nécessaire avec les nouveaux moteurs Maybach. Arrêtés trop longtemps, ils repartent difficilement et les blindés ne savent jamais quand sonne leur hache. On se la coule douce, on commence à oublier la guerre et soudain retentit l'ordre « En avant, marche !» Alors tout de suite, c'est l'enfer. Et le grenadier avec lequel on bavardait est déjà une momie calcinée. Le pire, c'est l'huile des lance-flammes. Les malheureux touchés par ces armes démoniaques cuisent lentement comme du bouilli. Il arrive qu'ils vivent encore quand on arrive auprès d'eux, mais si on y touche, leur chair vous reste dans la main. De toute façon, ils meurent et il vaudrait mieux les laisser là où ils sont tombés du char, mais le règlement exige leur transport à l'infirmerie de campagne. Et un soldat malin se conforme au règlement. « À l'armée, faut de l'ordre », dit Porta, « sinon adieu la guerre. Et un grand peuple a besoin de guerre de temps en temps pour prouver aux voisins qu'il est en pleine forme. Où en serions-nous si chaque crétin en faisait à sa guise ? Tout le monde foutrait le camp dès le premier jour.
Et que feraient les politiciens? Pensez à tout le tintouin qu'ils ont eu à arranger une bonne guerre, termina Porta en faisant claquer la portière de l'écoutille. C'est à la nuit noire qu'on démarre. Il pleut des cordes et l'odeur de brûlé vous prend la gorge. L'infanterie des blindés arrive, trempée, gelée, les toiles de tente sur l'épaule et les casquettes rabattues sur les oreilles. Les anciens plus expérimentés ont enveloppé les armes automatiques dans du papier huilé, mais pas un chef de section ne dirait quelque chose. Bien souvent, c'est une fausse alerte, alors pourquoi salir inutilement les armes? Donc c'est défendu. Mais on en fait tellement des choses défendues. Le viol, par exemple, est puni de la corde, mais il est très rare qu'on parle d'un pendu pour ça. Au village de Drogubosch, nous trouvâmes une belle fille vraiment mal en point. Elle affirmait que 25 hommes lui étaient passés dessus. Le médecin déclara que c'était bien possible, et ce fut tout. Pas un seul de ces damnés policiers ne se montra, alors qu'ils surgissent dès qu'un détail est contraire aux intérêts de l'armée. « Infirmier !» crie une voix. « J'ai une main arrachée !» Bien sûr, chaque fois qu'il y a alerte, un con, sans faire attention, met sa main sur la bouche d'une arme. Un sifflement, ça sent la chair brûlée, et il ne reste qu'un os. L'homme sera naturellement puni pour sa bêtise. Mais 6 semaines de tôle, quelles vacances en comparaison du front. Un infirmier l'engueule et parle de conseil de guerre. Invalidité volontaire. Si le type a la poisse, il pourrait bien y passer. L'autre dimanche, c'en était un qui avait les 2 jambes amputées. On le ficela sur une planche pour mourir debout. Les exécutions, ça se fait selon le règlement. « Celui-là aussi aura son affaire », prédit Petit Frère en absorbant ses rations de fer tel Gargantua. « Comment diable peux-tu faire pour baffrer comme ça ?» demande le vieux stupéfait. « C'est pas. Quand j'avais 8 ans, j'avalais déjà un poulet avec les os et les abattis. C'est ce qu'on en prend à faire quand on bouffe en secret. Tu te rappelles les canards de Noël du sergent-chef Edels? Ces canards, pas question de les oublier. Quand la police secrète apparut pour constater le vol de 8 canards gras de l'armée, on administra des vomitifs à toute la compagnie pour découvrir les coupables. Les canards furent restitués comme bien on pense, mais le chef des hommes en manteau de cuir noir était un ami de Porta. Aussi l'interrogatoire prit-il fin sur une énorme partie de cartes, et les hommes de la police repartirent dépouillés de leurs manteaux de cuir. « Blindés en avant !» hurle la radio. Les moteurs Maybach ronflent. Le vieux rabat ses lunettes de protection. De la forêt, bruit d'une faible alerte. Nos grenadiers se sont heurtés à l'infanterie adverse. La mitraille laboure les positions qui deviennent un magma informe. On n'aurait jamais dû entrer en Russie, dit Stege pessimiste. Il voit toujours tout en noir quand ça commence à chauffer. Les MG miaulent comme des chats enragés. Des mortiers de 80 crachent des grenades vers les MG. La terre fuse, tel un geyser, et la piste bitumée qui va vers Posinoc disparaît dans une ouate blanchâtre. Nous n'avons jamais été à Posinoc, mais nous en connaissons tous les recoins. On sait où est leur pack, même si personne ne l'a révélé. S'ils ont des chars, ils sont sûrement camouflés derrière l'école. C'est la place idéale. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de les camoufler. Avec nos tuyaux courts, nous ne pouvons rien contre leurs lourds KW1 et KW2. La PAC, elle, doit être près du bâtiment du parti, car la dernière chose qu'ils abandonnent, c'est le siège du parti. Seigneur, ce qu'il peut pleuvoir. La pluie s'infiltre dans les fentes d'évacuation des gaz qui ne doivent plus être bien efficaces. J'inspecte soigneusement le masque à gaz et ses 2 filtres. Le premier, on s'en est servi pour faire de l'alcool. Il pue l'alcool. Une attaque au gaz ne devrait pas être tellement épouvantable. On serait déjà ivre-mort avant de se rendre compte qu'on est étouffé par le chlore. Sur le bord de la route, dans le fossé, un camion renversé.
un des grands de l'artillerie lourde. Les Howitzer ont été projetés au loin dans un verger. Une des roues en fer a dû voler, arrachant une rangée d'arbres. Des pommes mûres éparpillées partout. L'automne 1941 a été une bonne saison pour les fruits et les cueilleuses étaient en plein travail. L'échelle tranchée nette semble coupée par une scie circulaire et l'une des femmes est aplatie contre les barreaux, vêtements arrachés, un soulier encore au pied gauche, un collier au cou. Un morceau d'échelle transperce son estomac, la pointe ressortant par derrière. Autour du camion, des artilleurs morts. L'un d'eux tient encore une bouteille de vin. Il est mort en buvant. Près de la barrière du verger, un fantassin allemand de 17 ans à peine. Ses deux poings sont enfoncés dans ses entrailles comme pour les retenir, et ses côtes semblent de l'ivoire poli. Dans le grand trou noir creusé par la grenade, l'eau coule, entraînant du sang et des morceaux de chair. « C'est curieux », murmure Porta. « La guerre commence toujours à l'automne et s'arrête au printemps. Pourquoi ça ?» C'est vrai. Les escarmouches d'infanterie cessent, et puis ça commence pour de bon quand, nuit après nuit, on entend le roulement des moteurs du voisin. Et soudain, peu avant l'aube, ça y est. Le premier jour est toujours le pire. Il en meurt, il en meurt. Ensuite, ça se tasse. Non, ça ne se tasse pas, mais on s'habitue à vivre avec la mort. Justement, depuis 3 semaines, des troupes fraîches arrivaient qui, nuit et jour, passaient devant le château blanc. Compagnie, bataillon, régiment, division. Au début, on regardait ce défilé avec curiosité. Ces soldats sentaient la France. Ceux qu'on y était riches. Porta et petit frère faisaient de grosses affaires. Pensez que de concert avec un Obermatt de marine, ils avaient été jusqu'à vendre un contre-torpilleur fin prêt à entrer en service. Petit frère espérait une belle décoration anglaise après la guerre. C'est ce que promettaient les 2 hommes bruns qui achetaient le contre-torpilleur. Sans rencontrer de résistance, nous traversons le village et la chaleur du tuyau d'échappement nous assoupit. Porta a toutes les peines du monde à maintenir le lourd véhicule au milieu des troupes en marche. Un instant de distraction et il écraserait une compagnie. Sur l'arrière, l'infanterie de char est à moitié asphyxiée par l'oxyde de carbone. Danger de mort pour l'imprudent qui se couche sur le moteur entre 2 tuyaux d'échappement. Mais qui ne le fait pas? On y a si délicieusement chaud. Petit frère dort, vautré sur ses grenades, et ses ronflements arrivent à couvrir ceux du moteur. 4 gros poux parcourent sa figure, race spéciale avec croix sur le dos. Doivent être dangereux car on touche 1 mark pour chaque poux livré au sergent infirmier qui les met dans un tube et les envoie en Allemagne. Porta prétend qu'on les fourre dans un camp de concentration pour poux, où s'élève une race spéciale de poux ariens, levant la patte droite pour le salut nazi. Haydeux, en entendant ça, est parti indigné. Le vieux réveille donc petit frère et attire son attention sur la fortune qui court sur lui. Le géant réussit à en piquer 3, mais le 4e se sauve dans le coup de Porta qui se l'attribue. On les fixe, avec une épingle, sur la gaine de caoutchouc de l'optique pour les avoir sous la main si le sergent infirmier se présente. Tout à coup, une colossale boule de feu s'abat dans les buissons devant le char de tête. Les hommes se jettent hors des véhicules, fous de terreur et le cœur battant. Ils restent couchés dans la boue à attendre la mort. Quelque chose balaie le terrain. Des projectiles ricochent sur les blindages d'acier. Un mur de flammes se dresse devant nous. Un store de feu qui s'enroule à l'envers. Ça vient du bois. S'élève dans le ciel en un arc-en-ciel funèbre, déroule une courbe et revient sur nous. Orgue de Staline, murmure Haydeux, qui plonge involontairement sous le Funker MG. Dans un bruit d'apocalypse, tout est rasé.
« Blindés en avant !» crie la radio. Mais avant même d'avoir pu passer la vitesse, s'abat la seconde salve. Porta met plein gaz, fonce dans l'eau et la boue. Les moteurs Maybach hurlent à plein rendement. Les chenilles fouettent la boue qui gicle vers le ciel. Le village de Spas-Demensk s'effondre dans une pluie d'étincelles et projette ses grosses poutres incandescentes sur la colonne des blindés. Une fabrique de sucre brûle avec un reflet blanc aveuglant et, juste au moment où nous passons, explose en projetant une masse bouillante au loin. Explosion et brasier, feu de l'artillerie, lance-grenades, mitrailleuses, tonnerre des blindés, tout cela forme un abîme de mort et de destruction. Lentement, notre char avance au travers de murs et de ferrailles tordues, dans une fumée qui vous étouffe. Les chars de tête nous guident par radio. Aucune armée au monde n'est entraînée à conserver la liaison aussi parfaitement que l'armée allemande. Nous pouvons garder le contact même avec l'artillerie lourde à l'arrière. Quand nous arrivons sur les monstrueux KW-2 russes, auxquels nous ne pouvons rien opposer que nos inefficaces 7,5, on essaie de démolir leurs chenilles et de les immobiliser en appelant l'artillerie lourde contre ces colosses. Le premier bataillon est déjà en contact avec l'infanterie de tranchée et la PAC ennemie. Des hordes de soldats inondés de sang nous croisent. Les nôtres ont dû subir des pertes terrifiantes. Nous avançons au pas, Porta se guidant sur la flamme de l'échappement de la voiture de tête. Des balles traçantes filent, ininterrompues, vers les positions ennemies. Soudain, un gros BT-6 surgit d'un chemin de traverse, se dandine, retombe lourdement sur la route, se jette sur un P3, le renverse, vire comme une toupie et se rue vers nous. Précipitamment, je tire sans viser. Dans une gerbe d'étincelles, la grenade atteint la tourelle. Mais les deux blindés s'écrasent l'un contre l'autre et le choc nous fait rouler au fond du char. Le vieux arrache l'écoutille en même temps que le commandant russe en fait autant pour la sienne, mais le vieux a été plus rapide et son fusil mitrailleur crache avant celui de l'ennemi. Petit frère saute au dehors, une mine S au poing. Comme un fou, il grimpe sur notre char et jette sa mine dans la tourelle du russe. En quelques secondes, il ne reste du BT-6 qu'une épave carbonisée. On extrait notre char de l'épave, tandis que le chef de la compagnie, Oberleutnant Moser, nous talonne. « Hausse à 4 heures, PAC ennemi 125 mètres, grenade explosive, feu !» Le canon PAC recommence à tirer, mais c'est comme s'il nous jetait des poids. Le bruit de notre tir et celui de l'explosion nous parviennent en même temps. Il ne reste rien du canon PAC. Tout à coup, notre véhicule s'effondre en avant dans un profond trou de grenade et le nez enfoncé dans la terre molle. Porta passe en marche arrière, mais les chenilles patinent. Il essaie de se dégager en se dandinant. Rien. Petit frère a été précipité sur l'armoire aux munitions et s'est ouvert la joue. Heide est coincé entre Funk MG et la radio. En gémissant, il affirme qu'il a la main arrachée, mais ce n'est qu'un doigt cassé. Dommage pour lui, un doigt cassé ne suffit pas pour être mis au repos. Le vieux a glissé sur une caisse de munitions et s'est fait très mal au bras. Quant à moi, je suis tombé sur Porta et j'ai reçu l'embrayage dans l'entrejambe, ce qui me rend fou de douleur. Mais l'infirmier ne daigne pas m'hospitaliser. Il faut près d'un quart d'heure pour nous extraire du trou. Moser fait retentir la nuit de ses jurons et semble convaincu que nous l'avons fait exprès. « Si ça recommence, c'est le conseil de guerre !» On se met en position près de l'hôpital incendié. Personne ne sait au juste ce qui se passe. Les 22 chars de la compagnie sont rangés, canons pointés. Près de la fabrique de sucre, le reste du bataillon se tient prêt. L'aube paraît dans un brouillard dense. Voilà ce qui est tellement horrible près des fleuves. On ne peut rien voir ni entendre. Les armes lourdes se sont tues. Seules quelques mitrailleuses hoquettent de l'autre côté de l'eau. Où est l'infanterie? A-t-elle percé le front ennemi?
Nous avons l'impression affreuse d'être oubliés dans l'immense Russie. Peu à peu, le brouillard se lève et des ombres de maisons et d'arbres apparaissent. L'infanterie de chars arrive en colonne par le long des maisons et se rassemble près des véhicules. Canons et mitrailleuses tonnent. La terre tremble. D'immenses flammes sortent des bouches des canons. Un voile de balles traçantes s'élève au-dessus du champ de bataille. L'infanterie de ligne avance par bonds. Nous tirons au-dessus de leur tête avec un feu de couverture bien calculé, mais ce n'est pas drôle de bondir en avant sous les grenades hurlantes. Si le tir est trop court, on le reçoit sur la nuque, et c'est déjà arrivé. Ensuite, qu'on passe en conseil de guerre, ça n'avance à rien. Très loin en arrière, des formes brunes sautent et disparaissent dans le nuage de brouillard. Plus de 100 chars hurlent vers les lignes ennemies. Les Russes fuient en panique vers des positions de retraite. Nous, on est en rang comme sur la place d'armes, mais ici les cibles sont vivantes. Soudain, tout change. Une longue file de chasseurs russes débouche devant nos chars immobiles. Quel duel! À la 8e compagnie, le premier char saute et Barcelona annonce que sa tourelle est atteinte, le canon hors de service. Il faut réparer. Une seconde plus tard, c'est nous qui recevons une grenade de plein fouet. Bruit d'enfer tel que nous restons sourds pendant plusieurs minutes. Une conduite d'huile se met à fuir, et si nous n'avions pas eu des morceaux de chenille fixés sur le devant du char, la grenade traversait le blindage et il ne restait rien de nous. À son tour, le légionnaire signale un canon détérioré. Lui aussi doit réparer. 3 chars de la 4e section flambent avec leurs hommes grillés à l'intérieur. Nouveau coup au but qui brise la boîte de vitesse. Cette fois, on ne peut plus manœuvrer, et c'est mortel pour un char. Si on ne change pas constamment de position, la PAC vous démolit en un rien de temps. Par petits coups, Porta arrive à placer le char derrière une colline, et avec l'outillage de fortune, on change la boîte de vitesse en suant à grosses gouttes. Une chenille aussi à réparer. Travail de Romain, mais par bonheur, un char atelier arrive à la rescousse, et on repart pour voir 7 des nôtres anéantis. Là-bas, à l'orée du bois, surgissent des voitures grises que nous prenons d'abord pour des antichars sur affût motorisé. Mais 3 sections virent pour contre-attaquer. C'est bien autre chose, 5 T-34 et 10 T-60. À 800 mètres, les premiers T-60 sautent dans un geyser de feu et de fumée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.